Pour savoir comment réfléchir par rapport à ce qu'on va faire, j'ai utilisé ce tableau de Jérôme Bosch qu'on appelle le jardin des délices. Et du coup, il va nous aider à structurer notre réflexion par rapport à agir plus vite et mieux. Alors, il y a plusieurs interprétations de ce tableau de Jérôme Bosch. Notamment, ça pourrait être le paradis, l'enfer et puis la terre. Alors, ce triptyque, quand il est fermé, c'est la terre, c'est la création de la terre. Donc, a priori, quand on l'ouvre, ça concerne plutôt les habitants de la terre. Et donc, il y a une deuxième lecture, plus humaniste peut-être, qui est de dire que finalement, l'enfer, ce n'est pas l'enfer plus tard, c'est l'enfer possible sur terre. Et puis, le jardin des délices, ça fait référence, alors on est à la fin du Moyen-Âge, ça fait référence à l'âge d'or des Grecs. Et donc cet âge d'or, c'est l'âge où l'homme n'était pas séparé des dieux et tout était en abondance. Et cet âge d'or, au XVIe siècle, pour les humanistes, on doit pouvoir peut-être y revenir. Et donc sur le tableau, vous voyez Ève, vous voyez deux parties, une partie dans le paradis, puis elle est en bas dans les petits personnages. Et c'est avant qu'elle croque la pomme. Donc avant qu'elle croque la pomme, il y avait une espèce de paradis et peut-être on peut y revenir. Donc pour vous rappeler un petit peu l'époque, ce tableau il est de 1503. En 1511, Erasme, qui est un ami de Bosch, le prince des humanistes, et il écrit l'éloge de la folie, et là vous pouvez le lire, c'est extraordinaire, une critique radicale des puissants. Et puis vous avez, après vous avez en 1517 Luther qui affiche sa lutte contre les indulgences, et c'est le début du protestantisme. Puis après 1560 vous avez les guerres de religion. Mais dès 1520 il y a des persécutions qui commencent. Alors ça va nous aider à structurer notre raisonnement, agir vite et mieux. Alors est-ce qu'on a déjà agi depuis 30 ans, parce que si c'est fait, il n'y a plus besoin d'en parler. Et donc la question, c'est la question traditionnelle du développement durable, et puis vous voyez le petit cadran vert, il faut être dans ce cadran pour être dans le développement durable. Et du coup en abscisse, vous avez l'indice de développement humain, et ça c'est un indicateur qui existe pour tous les pays, où on va tenir compte de la longévité, mais aussi de l'accès à la santé des populations, mais aussi de l'accès à l'éducation. Alors donc là il faut être au-dessus d'un certain niveau, 0,68. Et puis pour que ça se passe bien, il faut aussi pas consommer plus par habitant que ce que la terre, que la nature nous donne et nous offre. Et donc ça c'est cette question de l'empreinte écologique par personne. Alors pour que ça se passe bien, pour que ce soit durable, il faudrait être dans ce carré vert. Et qu'est-ce qui se passe? Alors regardons par exemple pour la Chine, elle est passée de 1980, les gens vivaient pas bien, l'indice développement humain 0,4. Et puis vous voyez en 2008, ils ont progressé. Alors ils sont quasiment dans le cadran du développement durable. Ça veut dire qu'ils ne consomment pas plus d'une planète que ce qu'une planète peut nous donner. Et puis ils vivent relativement bien. Alors ça c'est 2008, mais depuis ça a continué. Alors comment ça continue en général pour tous les pays qui se développent? Ça continue comme ça, comme Hong Kong. Hong Kong en 80, ils vivaient déjà bien, ils utilisaient qu'une planète. Mais en 2008, ils vivent beaucoup mieux, mais il leur faut 2 planètes et demie. Alors évidemment, vous allez me dire, comment on peut consommer 2 planètes et demie? C'est pas dur parce qu'il y a des flux que vous offre la nature, puis il y a les stocks. Alors si vous allez les flux au-delà de ce que peut vous donner la nature, vous prélevez dans les stocks, comme une nappe phréatique. À Pékin, ils consomment plus d'eau que la nature leur en fournit, donc les nappes phréatiques baissent. Et là, il fort à 2 km. Donc voilà comment on peut consommer plus que ce que la nature offre. Et voilà les États-Unis. Les États-Unis, c'est 5 planètes. Alors ils promettent avec la COP21 de revenir dans le développement durable, mais sans négocier leur confort de vie. Ça veut dire qu'ils voudraient faire une ligne droite pour tomber dans le cadran du développement durable. Et ça, ce serait avec la seule technologie. Alors si on regarde, ça date de quand ces problèmes? Ces problèmes, ils sont vieux, parce qu'ils datent de 1970. Dès 1970, on a une courbe, alors qui se croise, la courbe verte se croise avec la courbe rose. La courbe verte, c'est ce que peut fournir la nature par habitant. Alors on peut avoir de moins en moins d'hectares par habitant parce qu'on est de plus en plus nombreux, tout simplement. Et puis l'autre partie, l'autre courbe, c'est notre empreinte écologique. C'est combien d'hectares il nous faut pour notre consommation, par habitant. Alors évidemment, quand on multipliera par le nombre d'habitants, ça fait qu'il faut beaucoup plus d'hectares aujourd'hui. Mais par habitant, on a réussi à faire stagner. Et la différence, c'est le dépassement écologique. Et le dépassement écologique, ça veut dire qu'on va aller taper dans les stocks.
Alors ça, c'est depuis 1972, et du coup, il y avait déjà eu des alarmes. En 1972, je vous avais parlé du rapport Meadows. Donc, halte à la croissance, limits to growth, en fait, qui est une mauvaise traduction en français de ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous disait en 1972 ? Il nous disait, bah oui, faites attention, si on continue tous sur la planète le business comme on fait, c'est-à-dire sans rien changer de nos comportements, bah voilà le scénario central qui peut arriver. Et dans ce scénario central, il y avait la production industrielle qui commençait à décliner à partir de 2020, mais les ressources commençaient à décliner bien avant. Et puis vous aviez la population qui va commencer à décliner à partir de 2040-2050. Et à partir de 2040-2050 aussi, la nourriture disponible va diminuer. Donc ça, c'était un scénario central où il disait attention, il faut bouger, il faut changer. Alors Denis Meadows, il vit toujours, il est toujours au MIT, et sa dernière conférence en 2014, du coup, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est trop tard pour faire du développement durable. Donc développement durable, ce serait réatteindre un point de stabilité quelconque. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'on n'ira pas vers un point de stabilité. Alors évidemment, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des pièges dans la société. Et celui qui a bien décrit ça, c'est Jacques Ellul. Il a décrit que la société technicienne, basée sur la technique, était autopropulsive dans son langage. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui décident ni de l'arrêter, ni de la contrôler. Et donc lui, il a fait une critique en 1952, une critique assez radicale, en disant voilà, c'est la technique qui nous gouvernera, et les hommes n'arriveront plus à la contrôler. Il y a un système bureaucratique qui se met en place dans un système très complexe, et lui, ce qu'il analysait, c'est qu'il y avait disparition du vouloir, du fait que les gens veuillent changer le monde, veuillent faire quelque chose, et de l'action du monde. Ce n'est pas eux qui font. On leur dit de faire et ils font. Alors voilà, par rapport à cette critique radicale, pour pas qu'elle existe, pour agir, à ce moment-là, il faut faire réapparaître le vouloir et le faire. Et du coup, je vous propose 3 axes de vision d'action. Le premier axe, c'est lutter. Alors lutter, c'est au niveau global, c'est au niveau mondial, et donc c'est la partie de l'enfer du tableau. L'enfer du tableau, c'est la cité des hommes qui est en feu. C'est la cité des hommes, et en bas, on voit, c'est le jeu, c'est différents problèmes de gestion des hommes qui fait que ça ne va pas. Donc il faut lutter. Alors, lutter, qu'est-ce que décrit Bosch dans la partie enfer sur Terre ? Il décrit cette dérive du monde possible. Et là, Erasme, qui est son ami, donc, va réaffirmer la responsabilité de l'homme dans le monde. Ça veut dire qu'on a une responsabilité à fabriquer ou pas cet enfer. Donc, qui a des responsabilités ? Alors, qui a des responsabilités ? Bosch va souligner dans son tableau le rôle des puissants. Et dans les puissants, vous voyez, évidemment, il y a moi, l'universitaire, là derrière, avec son diplôme, et puis qui va donner. Et puis vous avez les religieux, vous avez les militaires à cette époque. Et donc cette critique par le tableau, elle est reprise de façon radicale dans le petit livre d'Erasme, L'éloge de la folie, qui est un petit livre très agréable à lire, et très vivant, très moderne. On croit que ça a été écrit pour aujourd'hui, pour les questions d'aujourd'hui. Alors du coup, dans ce cadre-là, il y a effectivement une option, c'est de participer finalement à créer cet enfer. Et donc cette question de tirer son épingle du jeu à tout prix, et donc c'est ce que j'appelle un peu le syndrome du Titanic. Alors, syndrome du Titanic, ce que vous voyez sur le Titanic, c'est qu'il fallait être plutôt riche, parce que les femmes ont eu des canots de sauvetage, mais les femmes en première classe ont survécu à 97%, alors que dans la troisième classe, c'est que 55%. Donc on pourrait en tirer comme conclusion, il faut renforcer sa richesse pour augmenter ses chances. Et donc ça, c'est une des options qui fait que les choses se passent mal. Alors pour résister par rapport à cette vision-là, il y a plusieurs choses à voir, plusieurs possibilités. Il y a développer ce qui est le courage. Alors le courage, vous voyez ici, c'est par exemple cette militante féminine là, qui saute sur le bureau de Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne, juste pour faire un petit peu un petit choc. C'était déjà le choc qu'avait donné Winston Churchill. Il avait dit en 1941, il avait lancé des affiches aux Allemands, attention, on est plus puissant que vous, méfiez-vous. Voilà. Donc ça, c'est du courage qui paraît vain, mais en fait, comme le disait Héraclite, le devenir naît de la lutte des contraires. Et donc, s'il n'y a pas lutte des contraires, il y a naturellement
une évolution dans cet enfer décrit par Bosch. Alors il y a aussi les actions collectives qui sont très importantes. Et donc par exemple, vous avez Finance Watch, qui est une association qui fait contre-lobby. Parce que qui fait les réglementations sur les banques et sur la finance? C'est les banquiers eux-mêmes. Et pourquoi c'est les banquiers? Parce que c'est les seuls compétents et qui comprennent les choses. Et du coup, la réglementation, c'est 300 pages. Alors, on demande toujours à un moment donné, est-ce qu'il y a des gens qui veulent modifier cette réglementation? Et dans ce cas-là, heureusement que Finance Watch a constitué un collectif avec d'anciens banquiers et de gens très compétents pour proposer des amendements aux régulations. Vous proposez qu'on régule autrement. Et donc là, vous pouvez les soutenir. Donc vous allez sur leur site et vous pouvez les aider, leur donner de l'argent pour qu'ils continuent à faire ce travail. Alors dans les actions collectives, il y a aussi Stop TAFTA aujourd'hui. Donc vous avez 3 millions de gens qui ont signé Stop TAFTA. Alors vous pouvez signer Stop TAFTA. C'est quoi TAFTA? Donc c'est cette future régulation entre l'Europe et les États-Unis pour les affaires et le business. Alors là, il n'y a pas de transparence. Pour avoir accès au texte, c'est confidentiel. Seuls les députés européens peuvent aller dans un bunker. Ils ont le droit de prendre aucune note, ni de photo, ni de prendre aucune information sur le texte. Voilà comment se fait la démocratie au niveau de ce traité. Alors évidemment, vous pouvez signer, et du coup, ça c'est quelque chose d'influent parce que les députés européens peuvent dire « Ah ben attendez, nous on n'est pas d'accord » et on a la population qui est avec nous. Alors qu'est-ce que c'est que ce traité européen? C'est à peu près la même chose que ce qui existe en traité ALENA entre les États-Unis et par exemple le Canada. Aujourd'hui, il y a une société canadienne qui demande 15 milliards de dollars à l'État américain parce qu'Obama a décidé d'arrêter un pipe, la construction du pipe pour le Nord, pour le pétrole. Et du coup, il s'estime lésé, il demande 15 milliards. Mais si vous regardez dans l'autre sens, je vous ai mis ici le site du gouvernement canadien, c'est pareil, le gouvernement canadien est attaqué à longueur de temps par des industries, notamment énormément d'industries pétrolières. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la société Lone Pine poursuit le Québec, qui a fait un moratoire sur la fracture hydraulique. Et imaginons que le gouvernement canadien gagne tous ces procès, il y a 25 procès en cours, là, et ils paieront quand même 8 millions de dollars en moyenne par dossier pour se défendre. Et alors, quels sont les critères? Quels sont les critères? C'est des critères d'un tribunal privé. Donc les juges sont des juges privés. Et du coup, le seul critère, c'est le manque à gagner au regard des profits escomptés. Alors par exemple, Veolia a fait un procès à l'Égypte, parce que l'Égypte a voulu faire passer un salaire minimum de 41 euros par mois à 70 euros par mois. Et du coup, évidemment, les profits escomptés de Veolia vont baisser. Donc ils peuvent demander compensation. Alors c'est pareil, si vous faites une loi nationale pour interdire le tabac, c'est le manque à gagner. C'est pareil, vous interdisez des produits potentiellement toxiques, il y a des manques à gagner pour des industries. Donc voilà ce traité. Alors, une des armes qui est très intéressante et très forte, c'est l'humour. Je peux vous faire tout un beau discours sur les paradis fiscaux. Il n'y aura rien de mieux que cette petite photo où on voit des gens qui luttent contre les paradis fiscaux en demandant à la BNP de cesser ses activités aux îles Caïmans. Alors dans le même ordre d'idées, plutôt que de faire ce que je vous ai raconté dans la première conférence sur le changement climatique, pourquoi on n'y arrive pas, vous dire que les engagements de la COP21 sont dans les étoiles, sont un petit peu partis dans les décors, même par rapport à une tendance naturelle, l'arme de l'humour est plus efficace. Et là, vous voyez un détournement de publicité où implicitement, on va accuser Air France. Ils ne veulent pas s'occuper du climat. Et effectivement, dans la COP21, toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation n'ont pas été prises en compte et sont hors du traité. Or, voilà d'autres détournements de pub. Et puis, je vous en ai mis une notamment. On avait vu Total à la première conférence. On avait vu le problème du flashage du gaz, c'est-à-dire qu'on brûle le gaz qui est perdu, qui fait des quantités phénoménales de gaz à effet de serre. Et du coup, là, on voit une petite publicité qui a été affichée pour Total. Notre philosophie, vous n'avez pas besoin de savoir. Et quelqu'un qui montre le torchage.
Donc voilà les actions. Et puis, comme action, la transparence, la finance dérégulée, vous aviez un vote qui a eu lieu pour essayer de limiter l'évasion fiscale des entreprises. Mais finalement, on a voté la limitation. Et ce qu'a fait le ministre Eckert, c'est qu'il a fait voter tout de suite derrière. Et puis il a négocié avec les députés pour qu'ils changent d'avis. Donc voilà comment ça se passe. Et du coup, l'Assemblée était quasiment vide. Donc le faire savoir à tout le monde par les journaux, c'est quelque chose d'assez efficace parce qu'il y a énormément de gens qui, suite à l'article que j'avais écrit, ils ont appelé leurs députés pour leur demander qu'est-ce que vous faites, etc. Donc intervenir sur ce que font les députés, c'est quelque chose de fondamental. Alors si on lutte, c'est bien, mais quand on lutte, on s'épuise, quoi. C'est clair qu'on ne va pas passer notre vie à lutter. Et du coup, il y a un deuxième axe, c'est comme sur le triptyque. Il n'y a pas que l'enfer, c'est sûr qu'il faut lutter. Mais si on n'essaye pas de construire ensemble ce qui serait notre monde plus agréable et notre petit paradis autour de nous, ce n'est pas la peine. C'est voué à l'échec. Et donc là, construire ensemble, c'est plus à un niveau local. Là, j'ai repris la COP21 pour Grenoble, la fiche de publicité. Et puis vous voyez des extraits du tableau. Donc construire ensemble, vous voyez que c'est des petits mondes. Alors évidemment, il y a la chouette là au milieu. Alors la chouette, c'est référence à la sagesse chez les Grecs. Et donc cette question de construire ensemble, c'est la deuxième question là, aussi importante que lutter. Et donc là, Bosch, il va décrire un monde qui est jardin des délices, donc ce retour vers un âge d'or possible. Et puis Erasme qui affirme la liberté de l'homme. Alors la liberté de l'homme, c'est qu'on est libre de faire notre enfer ou notre paradis. Et que même dans notre paradis, on a de la liberté, comment le faire? Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental, ça nous change la vision. On va commencer par changer le monde autour de soi. Alors sur le tableau, vous voyez des petits groupes qui essayent de vivre une autonomie. Alors une autonomie, c'est quoi? Nomos, c'est la règle, donc c'est faire ses propres règles. Donc des groupes qui fabriquent leurs propres règles. Et du coup, c'est ça au cœur de ce tableau, c'est comment des petits groupes peuvent fabriquer leur façon de vivre ensemble. Et c'est ce que dit une très belle phrase d'Italo Calvino, et qui serait un peu l'option 2. On a vu l'option 1, c'est de faire comme le Titanic, on fuit le premier, et puis on participe au problème. Et il nous dit, l'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là, l'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément la plupart, accepter l'enfer, en devenir une part jusqu'au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer et lui faire de la place. C'est exactement moi ce que je vois sur ce tableau central du Jardin des Délices. Cette option 2. Alors, si on reprend dans cette comment on construit localement, il faut avoir une société ancrée dans le sol, et du coup, votre action que vous aviez mis comme importante, l'agroécologie, la favoriser, c'est quelque chose de fondamental, parce que la définition même de l'agroécologie, c'est un mouvement social, une discipline scientifique et un ensemble de pratiques agricoles. Avec comme objectif, et là c'est étonnant, que ça puisse bénéficier aussi aux plus démunis des agriculteurs, et confrontés à des conditions difficiles, et c'est ce qui est devant nous, des conditions plus difficiles pour l'agriculture. Et du coup, dans ces actions, il y avait protéger le bien commun, consommer local, opter pour un régime semi-carné. Vous avez des possibilités autour de vous. Vous avez les AMAP, qui favorisent l'agriculture locale. Et puis vous avez Terre de Liens, qui va protéger nos biens communs, qui sont les terres. Donc racheter des terres pour les mettre en location à des paysans qui voudront faire de l'agroécologie, par exemple. Et ça, c'est racheter avec quel argent? Avec le vôtre. Terre de Liens, c'est l'intermédiaire qui vous permet que vous achetiez des parts de ferme. Donc voilà des actions concrètes dans ce sens-là. Alors, une autre chose importante, c'est favoriser une société de la transparence et de la connaissance. Et donc ça passe par le dialogue. Dialoguer, c'est pas parler pour ne rien dire, mais c'est parler pour faire. C'est-à-dire l'objectif, c'est on essaye de partager des choses communes, comme on fait aujourd'hui, pour après pouvoir agir sur le monde, ou sur un petit bout du monde, sur notre petit coin.
comme dans le tableau d'hélice, on forme un petit coin, on forme un petit monde. Alors là, je rajoute un peu ce qu'on avait pratiqué dans les 2 premières conférences. Ça passe aussi, si on ne veut pas se heurter de façon idéologique, par pratiquer des enquêtes, voir ce qu'il en est concrètement. Et puis après, trouver des endroits où on prend sa place et où on peut faire des décisions collectives. Hein. Ça, c'est l'objectif, c'est comment collectivement, après, on va décider comment on a envie de continuer les choses. Alors, par exemple, pour exiger la transparence, je vous mets un petit exemple, un site sur un tout petit village dans les Hautes-Alpes de 300 habitants. Et dans ce petit village, on a fait un site de transparence. Et qu'est-ce que c'est que ce site de transparence? Ça va donner ce qu'il en est sur le PLU, plan local d'urbanisme, et quelles sont les positions des différents citoyens sur cet avenir du PLU. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et alors, l'intérêt de cette transparence, c'est que ça va permettre, par exemple, d'éviter l'objectif qui était, par exemple, l'objectif du seul maire, par exemple, qui était que toute la petite plaine que vous avez vue soit construite. C'est-à-dire multiplier par 5 le nombre d'habitants. Alors que, si ça se peut, il n'y avait pas assez d'eau. Et donc, ça, c'est aussi protéger nos biens communs. C'est éviter que toutes nos terres agricoles se transforment en terres construites. Alors pour ça, c'est là où il y a un lien toujours avec le global. Vous avez des associations. Vous avez par exemple l'association Anticorps qui est bien pratique parce qu'elle vous permet de savoir qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal et comment déposer plainte s'il y a besoin de déposer plainte. Parce que très souvent, des choses illégales se font, mais si personne ne dit rien, ça se fait. Voilà, ça se fait. Et donc, Anticorps, c'est une association qui essaye d'aider les gens localement qui vont poser des questions et qui vont exiger cette transparence sur ce qu'on fait de nos terres et comment on gère l'avenir. Alors, si on veut que notre société locale et globale soit harmonieuse, comme on fabrique des outils tout le temps, il y a une chose très intéressante, c'est d'essayer de vérifier que les outils qu'on fabrique sont conviviaux. Et qu'est-ce que c'est qu'un outil convivial? Alors la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est celle d'Ivan Illich, donc 1970, les années 70. Donc le premier point, c'est pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable. Donc il faut qu'on garde notre autonomie, même si on nous supprime l'outil. Il faut que l'introduction de cet outil ne suscite ni esclave ni maître, que ça ne va pas scinder la société entre certains qui dirigeraient d'autres. Donc il n'y aurait plus d'autonomie pour certains. Et aussi, ce qu'Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, a repris sous le terme de capacité, élargir le rayon d'action personnelle, que ça vous permette de faire plus de choses. Alors ça, c'est des critères qui sont intéressants pour voir si un outil est convivial. Et par exemple, comme outil convivial, je vous présente un système d'échange local. Alors c'est dans un petit coin des Hautes-Alpes aussi, un système qui va permettre l'échange entre les gens. Alors vous voyez, il y en a qui vont échanger mes belles confitures, l'autre un soutien en anglais, l'autre qui a un jardin potager à partager. Et donc ça, on retrouvera tous les critères de l'outil convivial. Et cet outil il a été créé grâce à Community Forge qui donne gratuitement ce logiciel, contre 2 heures de travail. Voilà. Donc c'est un système collaboratif. Donc voilà un outil convivial possible. Alors on voit les systèmes d'échange local, on voit aussi les monnaies locales qui vont permettre l'autonomie. Alors les monnaies locales, il y en a beaucoup qui se développent actuellement en Grèce, il y en a certaines qui se développent en France, il y a un projet à Grenoble. Donc c'est quelque chose qui se développe assez fortement et on ne peut pas dire que c'est marginal parce que si vous regardez le VIR c'est nous en allemand, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est après la crise de 29, effondrement des exportations. Alors qu'est-ce qu'ont décidé les producteurs, les industriels locaux, ils ont décidé de faire une chose simple, c'est de se vendre entre eux déjà leurs produits, au lieu d'aller les chercher à l'extérieur. Donc ils ont créé une monnaie pour faire ça. Et cette monnaie qui s'appelle le VIR, créée en 1934, elle existe toujours aujourd'hui, et il y a une banque qui l'a fait vivre, et en fait ce n'est pas anecdotique, il y a 1 milliard d'euros d'échanges par an. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose de colossal ou quelque chose de plus petit. Vous avez aussi quelque chose pour que ce jardin des délices puisse exister, qu'on forme des petites communautés, c'est justement de garder des sociétés à mesure de l'homme. Pour faire cette autonomie, comment vous voulez qu'on vive chacun un peu suivant nos règles si on fait des sociétés trop grandes? Alors quelle est la question? C'est que quand il y a des petites communautés,
il y a des moyens. Bon, c'est des outils, c'est des indicateurs que vous pouvez mettre en place. Et puis, vous avez des finalités qui sont relativement claires, qui sont souvent implicitement le bien vivre ensemble. Et quand vous avez des méga-systèmes qui se construisent, le grand danger, c'est qu'on risque d'inverser les moyens et les fins. En gros, que les indicateurs, qui sont que des moyens, finissent par devenir les objectifs. Alors ça, je ne sais pas si vous le vivez vous, mais moi je le vis dans ma vie quotidienne, au travail. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, un économiste qui a écrit Small is Beautiful, un livre très intéressant, et il conclut sur une ouverture étonnante. Il dit partout on demande que puis-je réellement faire, et il conclut la réponse est aussi simple que déconcertante. Nous pouvons chacun d'entre nous travailler à faire régner l'ordre en nous-mêmes. Alors cette question, du coup, elle m'a travaillé. Effectivement, on avait vu, il faut 1, lutter, il faut 2, construire ensemble, mais il manque quelque chose. Comment vous voulez qu'on construise ensemble si on ne commence pas par se construire soi-même? Donc le 3e point, ça va être se construire soi-même. Et se construire soi-même, on voit dans le tableau des délices, du jardin des délices, on voit la chouette, c'est la sagesse. Et on voit quelqu'un qui embrasse la chouette. Donc cette question de se construire, c'est notre dernière question, notre dernière grille de lecture. Et du coup, pour se construire, il faut déjà savoir se poser des questions. Si on ne se pose jamais de questions, on est sûr qu'on n'aura pas de réponse. On aura celles qui nous viendront de l'extérieur, donc il n'y aura pas d'autonomie. Et par exemple, comme question intéressante, est-ce que la monnaie est pour moi un outil convivial? Et est-ce que quand je l'utilise tous les jours, est-ce que c'est bien qu'elle soit partout? Est-ce que c'est bien qu'il y ait un marché financier pour acheter les reins, les organes, etc. C'est quelque chose qui est débattu. Et du coup, un livre très intéressant que je vous conseille d'un grand philosophe actuellement vivant américain, Michael Sandel, professeur à Harvard, il a écrit « Ce que l'argent ne saurait acheter ». Et du coup, c'est intéressant de savoir, quand on achète des choses, peut-être il y a des domaines où on n'a pas envie que l'argent rentre. Donc se poser ce type de questions. Et puis un deuxième grand problème, c'est la question de l'émancipation. Et là, Boissy, il a écrit un tout petit livre qui est très, très court, très facile à lire, sur la servitude volontaire. Et là, il montre qu'en général, l'homme, et c'est vrai, on préfère avoir un chef. Le chef, il va nous dire ce qu'il faut faire, et on n'a plus besoin de se poser des questions. Donc l'autonomie, c'est quelque chose de difficile, et il faut le vouloir. Il faut vouloir, donc il faut choisir d'être autonome. Et du coup, effectivement, parce que si on n'est pas autonome, on aura moins de chances de construire ces petits groupes dans le jardin des délices. Et donc, la question toujours qui nous est posée, c'est cette question, est-ce qu'il y a possible jardin des délices, donc retour vers un âge d'or, au moins localement, au moins sur des petites choses, dans des petites communautés. Et là, une des réponses, ça a été Jacques Ellul. Jacques Ellul qui a expliqué que la révolution aujourd'hui elle est plus possible, elle est plus envisageable, pour lui ça n'a plus de sens. Mais il nous dit quand même que si notre société est close, ça veut dire qu'elle est en fait fermée, on a l'impression d'être piégé. Alors lui c'est la société technicienne, mais il y a plein de raisons qui font qu'on peut penser être piégé. L'histoire ne l'est pas. Et c'est vrai que si vous étiez en France en début 1944, jamais vous auriez pensé que vous alliez être libéré quelques mois après. Donc l'histoire, elle n'est jamais close. Et l'histoire, c'est nous qui la fabriquons. Et l'extérieur de l'histoire, moins encore, ça c'est notre vie personnelle. Du coup, il conclut, pour chacun reste devant lui le vouloir et le faire. Et donc cette question clé, c'est est-ce qu'on veut quelque chose? Et du coup, est-ce qu'on construit ensemble? Alors, ce que m'a appris cet exercice, de faire le tour de ces questions et trouver cette grille de lecture entre lutter, construire ensemble et se construire, c'est je me dis à la fin que si on construit, on passe son temps à construire, sans lutter, c'est voué à la destruction par les autres. Si on fait qu'essayer de construire un petit monde, sans essayer de lutter globalement, ça va être voué à la destruction. Parce que les autres vont construire un monde qui va finalement nous détruire ce qu'on a construit. Et puis le contraire est vrai. Lutter sans construire, c'est stérile. On ne va pas construire ce petit jardin des délices. On va juste retarder cette histoire d'enfer que nous représentait Bosch. Et donc, il y a deux axes que je vois intéressants, c'est soutenir ceux qui se battent, donc essayer d'aider ceux qui font des actions. Alors on le voit, vous pouvez soutenir, moi je pense Finance Watch, moi je pense à... Donc vous pouvez voir qui vous voulez soutenir, qui fait des actions et que vous avez envie de soutenir.
Et puis, c'est intéressant aussi de se compter quand on dit on veut faire quelque chose. Par exemple, stop à TAFTA, on essaie de se compter. Parce qu'en fait, pour les politiques, ils comptent avec les élections. Et du coup, nous, il faut aussi qu'on se compte quelque part. Il faut qu'on dise ce qu'on a envie de faire. Donc voilà un petit peu les axes que m'ont appris cette recherche que vous m'avez poussé à faire. Et si on voulait aller plus loin, effectivement, et il faudrait penser à la question démocratique pour aller plus loin. Et il faudrait aussi penser qu'il n'y a pas que moi qui peut savoir comment on fait pour agir vite et mieux. Donc ce que je viens de vous faire, il faudrait que chacun d'entre vous vienne exposer qu'est-ce que pour lui est important dans agir et faire. Alors c'est peut-être ce qu'on va faire en débat.